Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette première interview sur la chaîne où je suis très heureuse d'accompagner quelqu'un de merveilleux. Son travail est juste fabuleux, mais au-delà de son travail, c'est vraiment la qualité de l'homme derrière que j'ai aussi envie de mettre en lumière aujourd'hui. Sa qualité de présence, vous savez que c'est très important pour moi. Et dans ces espaces, on la retrouve partout. Les êtres comme ça sont très rares, je trouve, aujourd'hui. Je suis très heureuse de l'inviter aujourd'hui à répondre à mes questions. Et donc la première question, Peter, puisque les gens qui nous regardent ne te connaissent peut-être pas, rapidement, est-ce que tu peux te présenter sans forcément rentrer dans les détails, vraiment comme tu as envie, et de présenter vraiment ton art et ce que tu proposes au monde aujourd'hui? Merci déjà pour l'invitation et puis tous ces qualificatifs qui me mettent un peu la pression là parce que j'ai intérêt, tu vois, à réussir à coller un tout petit peu à l'image que tu as faite. J'espère que je pourrai le faire. Pour me présenter, bah, si je dois être très générique, ça va être aujourd'hui je suis coach et formateur. J'ai une formation professionnelle pour accompagner les personnes qui ont envie de travailler sur la question artistique, mais une question artistique qui va permettre de pouvoir se révéler, de pouvoir travailler sur la présence, sur l'harmonisation de soi, du corps, de l'esprit, de l'émotionnel, pour avoir un alignement qui va permettre un autre rapport au monde, si je devais résumer. Voilà. Donc ça inclut les artistes en général, puisque les artistes vont être dans cette recherche-là, également les thérapeutes, des particuliers qui ont envie de se réaligner ou qui ont envie de faire des reconversions professionnelles. Voilà, le panel des personnes que je touche est assez large, parce que c'est un besoin fondamental et vital pour toutes et tous, je pense. Avant de commencer un peu plus sur, je dirais, le travail d'orfèvre que tu fais avec les gens, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a mené jusque-là? Est-ce que ça vient de ton histoire, en tant que, je sais pas, petit garçon et ça a toujours été là? Ou est-ce que la vie t'a façonné et t'a mené vers une voie qui s'est ouverte et que, voilà, auquel tu n'aurais peut-être pas pensé? Euh, voilà, Mhm. qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Bah, si je regarde mon parcours avec un peu de recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de synchronicité et beaucoup de choses qui se sont liées pour être là où je suis aujourd'hui, comme des évidences, si tu veux. Donc après, le truc, c'était d'écouter un petit peu les évidences. Ce qui a commencé à m'ouvrir vers ce chemin-là, c'est l'envie de travailler l'énergétique, l'envie de travailler sur le rapport à l'harmonie aussi. Donc j'ai commencé par les arts martiaux, moi, avec l'aïkido. Et j'ai toujours été très attiré par tout ce qui concernait donc le rapport au corps, le rapport à la biomécanique, le rapport à l'énergie. Puisque littéralement, l'aïkido, si ça se traduit, c'est la voie de l'harmonie des énergies. Donc c'est un art martial dans lequel il n'y a pas de compétition, dans lequel il n'y a pas de volonté de même chercher la question de l'ennemi ou pas, en fait. La question de l'aïkido, c'est vraiment une question d'essayer d'être en harmonie totale. Donc tous les mouvements vont être sur du travail énergétique, etc. Ça, je l'ai commencé assez jeune, puisque j'ai commencé quand j'avais 11 ans. Et là, quand on parle d'évidence, par exemple, il y a quelque chose, dès qu'on m'en a parlé, qui m'a paru évident. Et pareil, dès que je me suis trouvé dans un dojo, il y a des choses qui m'ont paru assez évidentes, comme si j'étais chez moi. Et puis au fur et à mesure, j'ai remarqué que l'artistique avait des liens avec ce travail énergétique. Et c'est lors de mes études, j'ai d'abord fait un bac cinéma, puis après je me suis dirigé vers l'université, cinéma et théâtre. Et j'ai rencontré un metteur en scène qui a beaucoup travaillé avec Ariel Mouchkine et qui lui m'a permis de faire le lien en fait, qui s'appelle Jean-François Dussigne et qui m'a permis de faire le lien entre ce que je pouvais ressentir dans tout le travail énergétique et le travail de l'art. J'ai trouvé qu'il y avait une belle continuité là-dedans, donc ben, j'ai poursuivi mes études en venant sur Paris. Et là, j'ai trouvé une sorte de famille qui correspondait à ce que je travaillais en rencontrant différentes donc, familles artistiques, comme des comédiens qui travaillaient avec Peter Brook, d'autres qui travaillaient donc avec Ariane Mouchkine, qui sont tout à fait dans cette recherche par les arts traditionnels de l'acteur et du plateau, qui sont tout à fait dans cette recherche, donc qui est une recherche qui fondamentalement allie l'art à quelque chose de plus grand, qui allie l'art à quelque chose de l'ordre de la présence.
Et donc mon idée, c'était de pouvoir monter une formation qui correspondait à cela. Donc sorti de la fac, j'ai fait une école de théâtre, mais qui a amené, si tu veux, tout ce rapport à la présence, Mm. tout ce rapport au corps. Donc on y reviendra peut-être après, mais tout ce rapport au corps qui permet cette présence et qui était quasiment inexistant à l'époque quand j'ai commencé à le fonder. Donc j'ai invité des intervenants qui venaient de Bali, du Japon, d'Inde, etc., etc., pour que ça puisse constituer une formation, ça puisse être mis de façon totalement intrinsèque dans la formation de l'acteur. Et puis plus j'ai recherché là-dedans, plus j'ai constaté que, eh bien, il y avait vraiment un lien entre le fait d'être en rapport artistique au monde et le fait d'être en rapport au monde, tout simplement. Voilà. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, je fais plus de formations lourdes, de longues formations, mais je fais des formations courtes, des workshops qui permettent de toucher à ça et qui permettent d'aider à avoir cette relation poétique, j'ai envie de dire, artistique au monde. Ouais, ce que tu as dit est fort et puissant. Il y a plusieurs choses. Euh, il y a déjà le fait d'être pleinement présent et dans la présence. Et c'est vrai que quand on est dans la branche plus artistique, on parle beaucoup de présence scénique. Et moi, la première, tu vois, quand je t'ai connue, je me suis dit, OK, euh, la présence scénique, je l'avais classée, tu vois, dans un espace qui était un peu, quand même, un tout petit peu différent de la présence. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le même et que ça demandait en fait cette même qualité de présence, cette même profondeur dans la qualité de présence et j'aurais envie de dire dans la densité de présence. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce que tu permets, ce que tu facilites. Et en ça, j'ai envie de te poser la question, dans toutes les formations que tu as pu faire, que tu as pu animer, auxquelles toi tu as pu participer, est-ce qu'un jour tu as eu dans cette évidence-là quelqu'un, peut-être une rencontre, qui t'a marqué ou tu as senti cette présence et tu t'es dit, ouais, c'est ça et c'est ça que je veux faire travailler et c'est là où je veux emmener les gens? Mhm. Bah, c'est une très bonne question dans la mesure où s'il y a une rencontre qui a vraiment été déterminante là-dessus, c'est lorsque j'ai vu un des acteurs de Peter Brook en scène au Bouffe du Nord, qui s'appelle Sotigui Kouyaté, qui était un Djeli, un griot, un conteur du Mali. Et en fait, de façon assez incompréhensible pour moi à l'époque, quand il est monté sur le plateau, j'ai su quelque part que ma vie avait changé. Et il n'avait pas dit un seul mot, uniquement par sa qualité de présence. Et donc à partir de là, ce que j'avais pu déjà constater avec d'autres personnes que j'avais croisées, là, ça m'a vraiment, c'était vraiment très très fort comme sentiment. Et de là, en m'intéressant aux artistes et notamment aux artistes traditionnels, j'ai remarqué qu'en fait, il y a quelque chose qui est vraiment un point de départ. C'est cette question de présence dans les arts traditionnels. Que ce soit, par exemple, dans le kathakali, que ce soit dans le bharatanatyam, que ce soit dans le no, quelque chose qui va faire que par le corps de l'artiste, on a une autre perception du monde. Voilà. Et c'est ce qui m'a très vite passionné. Et c'est pour ça que je me suis intéressé. Et puis j'ai travaillé avec des danseurs buto, avec notamment des maîtres en kathakali, en topeng, etc. Parce que c'est totalement une évidence, si tu veux. Donc je disais que dans ces arts traditionnels, c'est un point d'ancrage, un point de départ pour ces artistes-là. Et donc ça m'a très vite fasciné, passionné. Et donc j'ai cherché comment réussir à retravailler cette qualité de présence. Et donc à partir de là, bah, c'est pas mal d'années de travail, de recherche, de laboratoire, comme on dit en art, avec des groupes d'acteurs, avec des groupes de danseurs, avec des groupes de chanteurs, pour savoir comment ce rapport à soi peut amener cette qualité de présence qui va être quelque chose qui va ouvrir finalement, comme je disais tout à l'heure, une autre perception au monde. À travers toute ton expérience et justement tous tes laboratoires, tout ton travail de recherche qui est encore en cours, je dirais, parce que je pense que tu feras que ça et tu continues de chercher et de découvrir des choses en regardant les corps et les présences et ce qui se dégage. Qu'est-ce que tu vois comme les plus grands obstacles à cette qualité de présence? Bah, un des obstacles majeurs, c'est déjà le fait mais c'est très sociétal, hein, c'est très culturel aussi. C'est qu'on est très scindé. C'est-à-dire que comme religieusement, philosophiquement,
de façon éducative. On nous a socialement, on nous a séparés du corps. Eh bien, l'obstacle majeur, il est là. C'est-à-dire que c'est de réussir à se réunifier et donc notamment à réécouter totalement ce qu'on peut ressentir et de là aussi de ne pas avoir honte à ressentir pour ensuite ne pas avoir honte à exprimer. Parce que les deux, dès qu'on vient en lien avec le sensible, on remarque qu'il y a tabou, on remarque qu'il y a gêne, on remarque qu'il y a obstruction. Mais encore une fois, c'est des années et des années de conformisme qui nous amène à là. C'est des années et des années où on va nous dire bon ben voilà, ne parle pas trop fort, ne, ne, ne t'exprime pas trop, voilà. Donc puis en plus en fonction du genre après ça change, c'est-à-dire que évidemment dans le masculin il y a tout le rapport à l'émotionnel sensible qui est encore plus obstrué. Tout ça ça s'ouvre hein, aujourd'hui, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est le formatage qu'on a eu et qu'il faut dépoussiérer en fait, qu'il faut réussir à, à se réapproprier totalement et à ce que les personnes qui suivent les formations puissent se réapproprier. Mais donc c'est tout un nettoyage à faire. Qui peut être assez long, et puis c'est toute une permissivité à l'expressivité. C'est en ça que l'art est très intéressant, puisque finalement l'art c'est une façon de transmettre au monde et d'exprimer au monde ce qu'on ressent soi intérieurement. Donc, il faut réussir pour ça à se désinhiber totalement, réussir à se réharmoniser totalement pour se trouver légitime à l'expressivité. J'adore ce que tu dis parce que on pourrait complètement le mettre, tu vois, dans plus, ouais, dans plus quelque chose qui est de l'ordre de la thérapie. Et tu décris les mêmes phénomènes, tu vois, les mêmes phénomènes thérapeutiques, mais au-delà de thérapeutique, parce que c'est un mot qui cloisonne vachement. euh, j'ai envie de parler plutôt de phénomènes de conscience, tu vois, de prise de conscience de soi. Tu parles de se désinhiber de soi et en fait d'être complètement inhibé de son grand soi. Et il y a ce truc-là très fort et très puissant et qui amène effectivement le travail artistique, je trouve. Mais en fait, c'est aussi parce que là, si tu veux, c'est toujours des questions de scission, en fait. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on va retrouver aussi quand on voyage et puis quand on rentre dans des pratiques holistiques ou artistiques, c'est que ici, on a scindé les choses. C'est-à-dire qu'on a réservé l'artistique quasiment au domaine de la raison et de la compréhension. Alors que la base de l'artistique, elle est sur une compréhension et sur une perception autant physique qu'intellectuelle du monde. Et c'est ça ce que les artistes transmettent. Et donc la valeur thérapeutique, si tu veux, qui chez nous, on parle d'art-thérapie, n'a pas lieu d'être dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand je te parlais des jelly tout à l'heure, c'est-à-dire les jelly, quand tu leur parles, ils te disent qu'ils sont guérisseurs. Ils se catégorisent pas comme conteurs, par exemple. Bon, voilà. Si on prend les Gnawa marocains, ce sont des médecins. Voilà. Donc, tout l'aspect, si tu veux, et c'est ce qui se passe aussi quand des thérapeutes viennent me voir, c'est-à-dire qu'ils sont assez étonnés parfois du lien qu'il peut y avoir entre leur pratique et la pratique artistique. Mais finalement, c'est le même domaine. J'ai presque envie d'appuyer là. C'est-à-dire que encore une fois, comme c'est une question de perception de soi et de perception du monde, ça demande un travail sur soi fondamental et évident, et ça demande un travail d'alignement vis-à-vis du monde. Donc, l'artistique est lié totalement au thérapeutique, ou si on veut parler d'autre chose que du thérapeutique, on pourrait parler tout simplement du vivant. Oui, Ou du poétique, si tu veux. C'est-à-dire que ce qu'on cherche finalement là-dedans, c'est d'avoir un rapport. Alors, est-ce qu'on peut parler de justesse? En tous les cas, plus harmonieux au monde. Et l'art nous permet ça. L'art nous permet ça. Et donc, il y a forcément des vertus thérapeutiques dans l'art. Il suffit de lire hein, pour le comprendre. En fait, il suffit de prendre un livre, s'asseoir, lire, et on sent à quel point on se sent mieux, on se sent bien, on a un autre rapport au temps, on a un autre rapport au monde, comme quand on est face à un tableau, comme quand on est sur le plateau. Donc là, si tu veux, il devrait pas y avoir de scission. Moi, je pense que le rapport qu'on a quand on est dans la matière artistique, c'est quelque part le rapport qu'on devrait toujours avoir au monde. Et donc, euh, et donc le fait que ce soit thérapeutique, c'est tout simplement le fait qu'on sente qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui est là, d'un équilibre fondamental qui est en nous.
et qu'on ne fait qu'exprimer quand on est enfant, en fait. Et qu'on nous brime petit à petit quand on devient adulte. Donc l'idée, c'est pas forcément, enfin c'est pas forcément, il y a une recherche, on parle beaucoup de la recherche de l'enfant intérieur, etc. Mais l'idée, c'est que, en fait, que lorsqu'on est enfant, on cherche qu'à créer, on cherche qu'à ressentir le monde et à s'exprimer dans ce monde. Et le fait qu'on nous coupe de ça quand on devient adulte catégorise le fait de pouvoir s'exprimer que dans certains moments, que dans certaines phases, comme l'émotionnel, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui font mes formations et dès qu'ils commencent à ressentir une émotion, ils sont gênés. Donc, ils vont parfois s'en cacher, parfois, voilà. Donc le fait de savoir qu'on a le droit d'exprimer ses émotions sans honte, sans le fait de devoir se cacher, du fait que ça va venir nourrir aussi un certain rapport sensible au monde, c'est tout un réapprentissage qu'il faut faire. Et donc là, bah, bien sûr, ça fait partie de quelque chose qu'on peut appeler thérapeutique dans la mesure où bah, ça va faire appel à un travail sur soi, de réécoute de son émotionnel, de réécoute de sa psyché, de réécoute de ce que l'on est vis-à-vis de l'autre. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi dans les espaces. Ce mot qui revient souvent, ou ce qu'on peut voir en fait, même si c'est pas nommé ou dit, c'est effectivement la honte. Il y a quelque chose de fort ici, euh, je trouve, qui est important de nommer. Et ne serait-ce qu'effectivement par ce que tu disais, c'est-à-dire avoir juste le droit de ressentir, juste ça. Même pas le reste, même pas tout ce qui est touché après, mais juste s'autoriser à ressentir à nouveau et même pas l'exprimer, en fait. C'est déjà le premier pas avant l'expression. Et donc, effectivement, il y a différents, comme il y a comme différentes étapes, comme différents steps. Et en ça, j'aimerais bien aussi revenir sur cette étape à, à l'importance, justement, que tu donnes à l'expression de cette sensibilité-là, mais qui ne peut, selon moi, se faire qu'à travers ce vrai travail, en fait, d'incarnation et ce travail avec le corps, au-delà du corps sensible. Mhm. J'aimerais bien t'entendre là-dessus et qu'est-ce que toi, comment toi tu as pris conscience, ou est-ce que tu as toujours pris conscience de ce fait en faisant de l'aïkido, de cette importance à redonner vraiment au corps. Là, je parle du corps physique et pas que les différents corps, parce que Mhm. d'ailleurs, corps s'écrit avec un S, donc on n'a pas qu'un corps, on en a plusieurs. Mais je parle vraiment du corps physique et vraiment ce mot qu'on aime bien tous les deux, qui est vraiment le fait d'incarner profondément qui on est, quoi. Oui, je pense que ça vient effectivement de ma pratique de l'aïkido où le fait de faire circuler les énergies. Et puis l'aïkido, c'est japonais, donc il y a très peu de mots en général. Les choses passent par le rapport physique, par toute la codification qui a été placée dans les arts martiaux. Donc certainement par cette pratique, mais aussi parce que je pense avoir constaté assez rapidement il y avait quelque chose qui me gênait dans le rapport à l'autre, si tu veux, ou dans le rapport qu'on avait soi avec soi-même. C'est-à-dire on constate assez rapidement quand même que les gens sont loin de leur corps, tout simplement. Parce que aussi, encore une fois, on a diabolisé le corps. Hein. Il faut se méfier. On est dans un sociétal où c'est la raison qui est au-dessus de tout. Et donc, tout ce qui est dans le rapport sensible, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être honteux, qui va être caché, etc., etc. Donc, l'importance, elle est là, c'est de comprendre que on ressent le monde par le corps, que tout est corps. Et que si on veut pouvoir réussir à mieux se comprendre, à mieux s'entendre, tant que le siège de ce que l'on ressent n'est pas totalement ancré et aligné, donc incarné, on n'aura pas le bon instrument pour pouvoir ressentir le monde. Voilà. Et donc, en partant de ce facteur-là, c'est en ça où, pour moi, il doit être un point de départ. Parce que c'est nous. Et tant qu'on le réfute, tant qu'on ne l'écoute pas, tant qu'on n'en prend pas soin, tant qu'on n'y fait pas attention,
on va avoir tendance à travailler dans ce que j'appelle une conscience haute. C'est-à-dire que quand on parle des trois mondes, hein, tu sais, le monde du Oui. corps, de l'émotionnel et de l'esprit, en général, on remarque que notre sociétal, la conscience sociétale, elle va être basée sur deux mondes en général, c'est-à-dire celui de la pensée, de la compréhension, et puis encore un tout petit peu celui de l'émotionnel, qu'on va situer au niveau du cœur, du plexus, etc. Mais donc dans le travail des arts japonais ou des arts africains, où la société ou le sociétal, enfin pardon, la société pardon reste quand même très ancrée dans le rapport au ventre, euh, eh bien, on va être dans un rapport d'incarnation qui va être différent, dans la mesure où la question du hara, du ventre, du corps, donc de l'incarnation, du rapport à la terre, de la conscience basse, si tu veux, le siège du reste. On parle souvent de l'arbre hein, Ah oui, dans nos pratiques, complètement. c'est-à-dire que si on veut pouvoir pousser, il faut pouvoir avoir de bonnes racines. Mm. Et les racines, c'est la question de l'incarnation, c'est la question du tronc, du corps. Et à savoir que comme le corps est celui qui a en premier le ressenti au monde, il va être important d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'écouter en quoi on comprend le monde, on ressent le monde dans ses vibrations, dans ses paroles, dans le rapport physique, à la compréhension, pour pouvoir après exprimer le reste de cette compréhension, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit psychologique ou mentale. Oui, je suis complètement en adéquation avec ça parce que d'un autre point de vue, quand on reprend, euh, tu vois, la genèse de toute vie, de l'existence même, c'est d'être incarné. Et la vie elle-même est incarnée. Euh, et euh, et c'est vrai que, alors toi c'est moins ton domaine, mais moi je le vois où je suis plus dans ce milieu spirituel, ésotérique, etc., un peu plus énergétique et holistique, enfin, beaucoup plus, mais Mhm. marqué, on va dire, avec des croyances aussi tranchées, où tu sais, il y a tout ce courant, en fait, cet ancien courant New Age qui disait, voilà, le fait d'être dans sa présence, c'est d'être dans sa présence, dans le sens où il y avait que la part psychique de l'être, l'âme, qui comptait, et que finalement le but c'était d'ascensionner. Et donc, rien que dire le mot ascensionner, il y en a qui ont capté et intégré que ascensionner, en fait, c'est sortir de son corps. Être, tu vois, dans des plans plus hauts, plus élevés, et se connecter à plus grand, c'est se déconnecter de notre corps. Et je vois aussi toute la déconstruction en fait à opérer sur ces sujets-là, parce que ce qui se passe, c'est que euh, bah, c'est pas forcément des gens qui sont si bien que ça dans leur corps, mais si bien que ça dans leur vie et dans, comme tu disais, dans le rapport au monde et dans le rapport à la vie et dans le rapport à l'autre. Et il y a aussi, tu vois, dans le travail d'incarnation, je remarque moi chez ces personnes presque même insidieusement, si tu veux, un refus même d'incarnation, un refus d'être dans un corps, le corps, tu vois, qui est perçu comme quelque chose de limitant, qui est perçu parfois même comme quelque chose au-delà de limitant, de souffrant, tu vois, parce qu'en fonction de notre existence, il y a ce qu'on appelle aussi dans, dans le développement personnel et spirituel, tu as le corps de souffrance. On en a beaucoup parlé du corps de souffrance. Donc le corps est assimilé, tu vois, souvent de manière assez réductrice en fait, à soit un corps de souffrance, soit un corps qui limite, mais finalement, il n'est jamais remis, je dirais, à sa véritable place comme en fait le temple de l'âme, le sanctuaire de l'âme. J'aurais presque même envie de dire, tu vois, la peau, en fait, la peau de l'âme. Et au-delà de ça, si on part encore un peu plus loin, en tout cas comment moi je le vois et comment moi je le vis, c'est que de toute façon, on est un seul corps. Il y a une seule conscience et on est un seul corps. Donc ça veut dire que déjà, il y a un seul corps et que chacun de nous est une cellule de ce corps. Donc on est déjà à l'intérieur même d'un corps et on cherche parfois à en sortir alors qu'on est déjà à l'intérieur. Et on cherche souvent, si tu veux, à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et c'est pareil, tu vois, on en parlait dans la présence, c'est comme si aussi, tu vois, être connecté à plus grand.
c'était justement sortir du corps pour choper quelque chose qui est au-dessus de nous ou qui vole au-dessus de nous. Alors qu'en réalité, et dans ton travail aussi, tu amènes ça, c'est aller au fond de soi, parce que la présence, elle est en soi. Et plus tu es en fait dans ton corps, t'es dans ton cœur, et plus t'es dans ton cœur, plus t'es dans le cœur de la vie. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, totalement. Mais je pense aussi, là, on parlait de la honte et du rapport. C'est pour ça que le rapport à soi d'abord, mais si tu prends toutes les pratiques holistiques de base, comme le yoga, etc., il est pourtant bien dit que, on doit faire une recherche interpersonnelle, enfin intrapersonnelle, pardon, pour après pouvoir être dans l'interpersonnel. Mais là, on remarque très très rapidement que de toute façon, quelque part, c'est toujours vouloir fuir de soi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si, mais c'est comme la pratique religieuse quelque part, c'est-à-dire que certaines pratiques religieuses, en tous les cas, c'est comme si il y avait quelque chose de mieux ailleurs qu'en soi. Bon. Et là, je pense, enfin, de ce que je constate comme ça, c'est que mes observations, c'est que ce que je ressens et ce que j'ai ressenti. Mais moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, on ne peut percevoir le monde qu'à partir de soi. Et que ça n'empêche pas de ressentir ce dont tu parles là, que quand on est en totale connexion à soi, on ressent le tout. On ressent qu'on fait partie d'un ensemble. Mais que tant que soi-même, on n'est pas parfaitement aligné avec soi, on ne peut pas ressentir ce tout. Notamment parce que le fait d'avoir une recherche comme ça, qu'elle soit spirituelle ou autre, de s'échapper de partir de soi, il y a une volonté quelque part de se renier soi. C'est comme si on n'était pas à l'aise avec soi. Voilà. Et donc le corps, là-dessus, bah, il est symptomatique parce que quand on se remet à l'écouter, on se rend compte qu'on est là et qu'on est précieux et qu'on ressent énormément de choses et que finalement on est très bien en soi. Et que donc c'est là où quelque part, je te dis, il y a vraiment un travail profond à faire. C'est que on est toujours en quête d'ailleurs. On est toujours en quête d'ailleurs. Je renvoie au livre de Bobin, hein, qui est Le Très-Bas, qui montre à quel point tout est déjà là, mais qu'on ne sait plus le voir. Qu'on est déjà là et qu'on est précieux, mais qu'on ne sait plus l'apprécier. Parce qu'on passe notre temps à nous dire, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'à partir du moment où vous savez ce que vous allez faire, qu'à partir du moment où vous vous projetez, qu'à partir du moment où vous appartenez, ne serait-ce qu'au niveau du travail, par exemple, à la société. Mais en fait, on a déjà une préciosité dans le fait d'être, tout simplement. Et donc se rallier à ça avant tout, c'est-à-dire de savoir que le fait d'exister, c'est déjà suffisant pour pouvoir se rallier à autre chose, ça évite cette volonté d'ailleurs, cette volonté de toujours mieux, cette volonté de pouvoir accéder à quelque chose de plus grand parce que nous, on ne serait pas suffisant. Ouais, Donc c'est réapprendre tout ça, je pense. Réapprendre à savoir s'apprécier à ce niveau-là. Mais s'apprécier, c'est même pas se valider, en fait. S'apprécier, c'est juste savoir se dire, je suis là et c'est très bien. Et c'est là où il n'y a pas d'autres possibilités que de passer par le corps pour se rallier au physique. Parce que le corps est aussi le point de départ de quelque chose de physique qui est plus vaste, de rapport au temps, de rapport à la gravité, de rapport à la vibration sonore, de rapport à la nature, de rapport à toutes ces énergies qui nous entourent. Et là, c'est pareil, si l'antenne n'est pas bien fixée, si elle n'est pas bien, si elle n'est pas bien posée pour pouvoir être à l'écoute du monde, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs, en fait, parce qu'on ne pourra pas l'entendre. Hein. complètement. Donc c'est ce travail aussi, je pense, de présence qui est important. C'est-à-dire que le fait de savoir juste être là, ne rien faire, de ressentir à quel point euh, on, on, on est déjà quelque chose. Voilà. Pour pouvoir après entendre le monde et pouvoir communiquer avec lui, je pense que c'est primordial et je pense que un- c'est pas un regret, mais c'est que c'est un travail de longue haleine à faire parce qu'on nous a beaucoup éloignés de ce corps. Ouais. Qu'est-ce que te disent les personnes qui viennent te voir dans tout ce qui est formation, coaching? Qu'est-ce que ça leur a permis dans leur vie, soit personnelle, artistique?
Qu'est-ce que vraiment quand on vient de voir dans ces espaces ou même dans ces coachings, parce qu'on peut être coaché aussi en individuel avec toi, pas forcément que dans des formations, Mhm. qu'est-ce qu'on te dit le plus et qu'est-ce que ça permet, tes espaces et ton accompagnement? Ce qui vient très rapidement, et ce qui reste en général, c'est justement ça, c'est-à-dire bah, par exemple, pour les acteurs, si je prends l'exemple des acteurs, c'est de venir pour pouvoir devenir autre et de sentir qu'en fait, bah, on est très bien soi. Donc, c'est ce rapport perceptif, en fait, à soi et puis au monde qui étonne la plupart du temps. Ok. Voilà. Et qui reste. Ce rapport au temps, par exemple. Le fait de ne pas être obligé de se projeter, de se juger. Et puis après, ce rapport à l'énergie aussi, dont on parle beaucoup, qu'on évoque très souvent, le rapport à l'énergétique, etc., etc. Mais là, de le ressentir de façon physique, de façon très palpable, bah, c'est quelque chose qui étonne souvent. Voilà. Oui. Mais qui est pareillement intrinsèque au rapport artistique, en fait, au rapport de plateau. Parce que le plateau, c'est un lieu de synergie, en fait, voilà, où des énergies vont circuler tout le temps. Mais c'est quelque chose qui, chez nous, est tellement mis au placard que ça étonne souvent les gens qui le découvrent et qui viennent le pratiquer. Le fait que ce soit pas quelque chose, ce soit pas une idée, que ce soit pas quelque chose comme ça d'impalpable, que ce soit pas uniquement des projections, mais que ça se ressent physiquement, de façon très concrète, très palpable, et que de là, ben, on peut pas vraiment parler de choses qui seraient loin de nous, puisqu'on on les ressent directement. Voilà. Et donc majoritairement, c'est ça, c'est le fait de se ressentir connecté à soi, et puis du coup d'avoir cette autre perception du monde qui reste de façon globale. Voilà. Oui, et puis dans aussi une des choses que tu fais, que on n'a peut-être pas nommé ou de manière un peu inconsciente, c'est ce côté de dynamiser, je dirais, la créativité. Tu vois, de cultiver en fait ces états de flow créatif et aussi de te connecter à ta source d'inspiration. Ça, c'est quelque chose que tu permets aussi, je trouve, dans tes espaces. Et alors, je connais pas trop la partie plus scénique où les comédiens, les comédiennes, ce qu'ils vivent, parce que c'est pas mon métier. Mais en tout cas, je vois qu'ils ont un peu les mêmes difficultés que je peux avoir dans le fait de se faire happer par le bruit extérieur. Alors, eux, ça va être différent, ça va pas forcément être le marketing, les choses à faire, la visibilité, etc. Et encore, quoique, je pense que ils ont aussi ça, mais ça va être par le metteur en scène, le scénariste, le réalisateur, etc. Et ce que t'amènes aussi, ce que permet, je trouve, le travail vraiment d'incarnation, d'habiter son corps, c'est à un moment donné, quand, comme on le disait, en fait, quand t'habites ton corps, déjà, t'es vraiment à l'écoute, t'es vraiment à l'écoute de toi, donc tu peux plus te trahir toi-même. Parce qu'en fait, quand t'es pas dans ton corps, bah, t'écoutes ta tête, donc elle peut aller dans tous tes sens et te dire ce que tu veux et te raconter toutes les histoires que tu veux. Tu peux y croire d'ailleurs, ou pas. Mais le fait d'être en ton corps, déjà, ça arrête ces histoires-là. Ça te permet de vraiment sentir ben, ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi, ce qui est juste, ce qui est pas juste. D'être aussi à l'écoute de ton cœur, parce que si t'es dans ton corps, t'es à l'écoute de ton cœur, puisque le cœur est dans le corps, ou alors le corps est dans le cœur, à voir comment on le voit. Et Mhm. il y a aussi ce côté où forcément, comme on parle d'énergétique et d'énergie vitale, euh, forcément, en fait, cette énergie vitale va mieux circuler, va être dynamisée. Et là, il y a forcément des montées vibratoires qui se font. Et dans ces montées vibratoires qui se font, et quand tu as un ancrage qui te permet d'être solide, tu peux bien plus monter en vibration et bien plus t'ouvrir en fait sur d'autres plans plus vaste, ce que moi j'appelle le mental supérieur. Et là, en fait, avoir accès en fait au champ de la création, au champ quantique de l'univers, et choper en fait des idées, des choses qui, euh, qui t'inspirent, mais qui t'inspirent toi, tu vois, qui te parlent à toi, qui sont ramenées à toi, à ta conscience, à ton unicité de conscience, en fait. Et c'est ça aussi que permettent les espaces, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais je trouve qu'il y a vraiment ce travail sur, euh, tu vois, c'est vraiment de booster ta créativité, de booster tes sources d'inspiration. Mhm.
Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression, tu vois. C'est-à-dire que euh, euh, on oublie parfois, les artistes oublient parfois que, ils sont la seule source d'inspiration. Ouais. Ils sont le point de départ. Bon. Alors après, évidemment, on va être plus ou moins touché par des artistes qui vont nous amener dans certaines lignes ou qu'on a envie de suivre, etc., etc., etc. Mais si on est touché par ces artistes-là, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui résonne particulièrement et qui fait qu'on ressent que dans leur façon d'exprimer le monde, il y a quelque chose qui fait que on aimerait représenter ou parler du monde de cette même façon. Je sais pas si je suis très clair. Ah, si, si. Euh, mais donc du coup, mais on nous amène souvent à être dans le référent. Encore une fois, parce qu'il y aurait mieux que nous. D'accord? Alors qu'en fait, non, il n'y a pas mieux que nous. Il n'y a que nous qui percevons le monde de la façon dont on le perçoit. Donc l'idée de l'art, c'est de savoir comment on va transmettre au monde ce qu'on perçoit du monde. Pas parce que si on devait travailler ensemble, par exemple, si tu commences à me parler de la façon dont tu ressens le monde, je ne peux pas t'imposer la mienne. Ça, je peux pas te dire non, tu te trompes, c'est pas ça que tu ressens, il faut que tu ressentes ça. Tu vois. Ouais. Et donc déjà ramener les artistes à ça, ou les personnes qui ont envie de s'exprimer à ça, c'est-à-dire encore une fois à se légitimer, à savoir que leurs paroles ont une importance, que leurs ressentis ont une importance, donc de savoir que on est précieux par le fait d'être et d'exprimer ce qu'on ressent au monde, bah déjà, il y a quelque chose de fondamental. Hein. Et donc, c'est cette réappropriation de soi on y revient, et donc de présence qui est importante, puisque finalement, c'est ce que vont faire les artistes, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un média, que ce soit l'écriture, la peinture, le théâtre, la danse, le chant, la musique, l'instrument de musique, pour pouvoir dire au reste du monde ce qui est important pour eux, ce que eux en ressentent, voir les urgences aussi. Pas forcément, hein, mais ça peut être aussi les urgences. Voilà. Euh, donc, je pense que l'artiste, c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent pratiquer avec moi, c'est que je pense que ils ont compris que ils ont une autre perception du monde que des personnes qui vont rentrer dans un sociétal préétabli. D'accord? Sans discuter. C'est-à-dire que c'est pas une question de jugement de valeur, hein. Attention, chacun fait ce qu'il veut comme il le veut. Mais c'est le fait de ressentir que il y a quelque chose qui fait que si je vais m'asseoir à un bureau toute une journée de 8 heures à 16 heures, je sais que je ne vis pas et que je suis pas au bon endroit. Voilà. C'est en moi, c'est comme ça. Bon. Et la plupart des artistes ont ça. Ils savent ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le moule. Souvent, ils n'arrivent pas à rentrer dans le cadre scolaire. Souvent, ils n'arrivent pas après à même se dire qu'ils vont faire un poste qui va les amener à être physiquement inactifs, par exemple, tu vois, parce qu'ils savent qu'ils sont pas au bon endroit. Parce quelque part, eux se disent, on ne doit pas vivre notre vie comme ça. Et ils vont chercher du coup des terrains où ils peuvent exprimer ça. Mais c'est eux d'abord qui le ressentent. C'est très intuitif, c'est très intime. Et donc, ils vont essayer d'amener, de dire ça au monde. Quelque part, vous vous trompez. On ne devrait pas ressentir le monde comme ça. Regardez. Voilà. D'accord? Et donc, le truc, et pour ça, il faut avoir cette notion et puis cette volonté de légitimer sa parole. Parce que tant qu'on se dit ce que je dis n'a pas de valeur, ou on m'a dit que ce que je disais n'a pas de valeur, à partir de là, on ne peut pas chercher à l'exprimer au monde. Parce qu'on va se dire, je me trompe. Alors qu'il faut se dire, je me trompe pas. Regardez, écoutez, regardez ce qui se passe dans le monde. Je me trompe pas. Voilà. Tu vois. Mais ça, c'est très simple. Pour revenir tout à l'heure à la partie holistique, etc., je pense que ce qui est un peu, euh, parfois ce que je trouve un peu paradoxal là-dedans, c'est que tout ça, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a quelque chose qui est au-delà de l'ordre. Je pense que le spirituel, que le religieux, je pense que l'holistique, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Je pense que quand je vois mes filles courir après un papillon, c'est de l'holistique. C'est du spirituel. C'est du religieux. Tu vois. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi un petit peu, mais c'est comme l'artistique, je pense que tout le monde est artiste. C'est la question que je voulais te En fait, poser. tu vois, parfois j'ai...
Ouais. Parfois, j'ai des thérapeutes qui viennent faire de l'art et qui me disent, oui, mais c'est pas mon domaine, je suis pas artiste. Mais je pense que tout le monde est artiste. Et encore une fois, si on revient à l'enfant, les enfants se posent pas cette question-là. Tu vois, moi, mes filles, mon fils, ils doivent danser, ils dansent. Ils veulent écrire, ils veulent peindre, ils peignent. Ils se posent pas la question de savoir s'il faut être validé pour pouvoir être artiste. Bon. Je reviendrai là-dessus au niveau du sociétal après et du culturel. Mais du coup, se dire que le fait d'être artiste, le fait d'avoir un rapport poétique au monde, c'est tout simplement le fait d'avoir un rapport ouvert au monde, un rapport connecté au monde. Voilà. Et que ça, c'est pas anormal, c'est pas une caste, c'est pas des gens spécifiques qui arriveraient à faire ça ou pas. C'est que tout le monde le fait, mais qu'on a amoindri nos capacités à le faire, en nous amenant dans un rapport justement où le corps n'a pas vocation, où le modernisme est contre le corps. Il économise le corps, on le voit avec Ah l'IA oui, de plus en plus, par exemple. c'est Voilà. ça. C'est-à-dire qu'on fait tout pour nous éloigner du corps. Mm. Tout, hein. Le confort est l'ennemi du corps. Donc, la question, elle est là, c'est-à-dire peut-être sur l'ensemble. Tu me dis hein, si je digresse trop, hein, d'accord? Mais c'est peut-être de savoir que, pour revenir à notre point de tout à l'heure, de savoir que ce que je ressens du monde, ça n'est pas faux. Quand je suis artiste et quand j'ai suffisamment ressenti. Et pour les artistes, de bien continuer à faire leur travail parce qu'ils ne se trompent pas. Quand ils disent aux gens, quand ils disent au monde, regarde les JO en France, Ouais. regarde ce que ça a créé, que ce soit dans le rapport physique au monde, durant les compétitions, l'effervescence des matchs de foot, de la réunion des gens autour des matchs de foot, de la communion qu'il peut y avoir, que ce soit dans des salles de spectacle, dans des salles. Les gens savent que c'est l'endroit où ils doivent être. D'accord? Il paraît que les premiers lieux qui ont été réinvestis après le Covid, ce sont les musées. D'accord? Donc, quelque part, on sait qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'être, dans le fait d'être créatif. Ouais. Et encore une fois, les enfants ne se posent pas cette question. Ils sont créatifs tout le temps. Ils voient un objet, ils vont le détourner, ils vont en faire autre chose. Ils vont amener de l'imaginaire. Ils sont friands de contes et d'histoires. Oui, Ça va? ouais. Voilà. Bon. Et nous, petit à petit, on nous fait comprendre que ça n'a pas, que ça a pas voix au chapitre. Tu vois, que c'est du divertissement, ou que c'est quelque chose qu'on devrait faire occasionnellement, ou de temps en temps, ou pour faire une pratique pour se sentir mieux. Mais c'est plus que ça. Mm. C'est plus que ça pour moi. Justement, j'ai envie de te poser cette question. Si là, tu avais une personne en face de toi qui vraiment avait envie de se reconnecter justement à cette part créative et à ouais, cet élan créatif en elle, tu lui conseillerais quoi? Ce serait quoi tes conseils que tu lui donnerais en premier des choses fondamentales pour toi aujourd'hui? À part venir te Bah, voir. c'est déjà ça. Ouais, bien sûr, non, mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que déjà, d'être à l'écoute de sa tranquillité dans son rapport à soi et au monde. Tu connais mes formations. Donc, par exemple, tu sais que la première des choses que je demande, c'est de ne rien faire. Oui, Tu vois. Et que de là, déjà, ça pose énormément de problèmes à beaucoup de monde. Tu vois, le fait d'accepter d'être juste en soi, d'arrêter le temps, de juste être à l'écoute de ce que l'on est, de ce qu'on ressent, et puis d'après, juste d'entendre le monde qui est autour de nous, pour beaucoup de gens, c'est déjà très problématique. Le fait de ne pas se projeter, par exemple, tu vois, de ne rien attendre, de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est très problématique pour beaucoup de monde. Donc déjà ça, se poser cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que je peux juste être là? Parce qu'on parle de présence, on parle de présent. oui, Donc le présent, c'est être juste là, c'est tout. Sans me soucier du futur, sans réinvoquer toujours le passé, juste être là et de voir ce qui se passe quand je suis juste là. Et ça, déjà, c'est très problématique pour beaucoup, puisque le fait de ne rien faire, c'est pas possible dans notre société. non, Et de moins en moins, notamment via les téléphones portables, etc. Regarde, les gens s'ennuient très très peu. L'ennui est un problème. mm, Tu vois, le rien faire quelque part, c'est problématique, alors que ça ne devrait pas l'être, notamment si on parle des matières de présence, d'énergétique et d'artistique. C'est-à-dire que c'est dans le vide que des choses peuvent arriver. Mais là, on est toujours la volonté d'afflux, d'avoir toujours des choses qui circulent. ouais, Voilà. toujours Donc, un des premiers conseils que je de donnerais produire. pour pouvoir...
Comment? Produire, Produire. toujours produire, toujours produire. Donc déjà, se demander si on peut être une page blanche avant de chercher à écrire quoi que ce soit dessus. Tu vois? Ouais. Parce que tant qu'on ne peut pas être cette page blanche, on ne pourra pas ressentir ce qu'on crée de la même façon. Ce serait le premier conseil que je donnerais, que c'est le premier travail que je fais faire. Ok, D'être à l'aise avec ça. Voilà. Et de là, ne pas être inquiet quelque part. Quelque chose viendra, quelque chose se passera. Mais comment on est à l'écoute de cette chose quand elle arrive, quand elle vient? Comment on l'écoute? Voilà. Sans même vouloir la juger, sans même vouloir en faire quelque chose, mais comment on l'écoute? Et donc, tu vois, c'est vraiment du coup dans le rapport au monde qu'on peut avoir. Mais pour ça, il faut soi-même être parfaitement stable, calme. Donc, de travailler sur sur son alignement, sur son calme intérieur, avant de produire quoi que ce soit. ok. Et l'autre question qui me vient, qui est de ce fait un peu plus Mhm. perso, toi, Mhm. bon, t'es père, t'es metteur en scène, formateur, coach, voilà, tu as plein de facettes, plein d'espaces. Comment toi, comment toi, aujourd'hui, tu honores en fait ce que tu transmets, ce que tu enseignes? Comment toi, tu te l'appliques à toi? Est-ce que toi, tu as des enjeux? Est-ce que tu sais créer de l'espace? Comment tu fais en fait? Ben, le truc, c'est d'essayer le moins possible d'être pris, si tu veux, dans cette roue du temps, quoi, dans ce modernisme dans lequel on m'a mis. Tu vois. Parce que c'est pas mon choix d'y être. On m'a dit que bah voilà, le monde est comme ça, donc si tu veux pouvoir y vivre, il faut que tu fasses ça. Mais moi, j'ai pas envie. Mais c'est le problème de beaucoup d'artistes. Tu vois, quand on parle du rapport, bah regarde, du rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux, du rapport à l'administratif, etc. Du fait de devoir vendre ce qu'on fait. On sait que on n'a pas envie de tout ça, mais on le fait quand même. Donc c'est de savoir comment on va pouvoir vivre. Enfin, il y a deux choses qui sont importantes pour l'honorer, si on parle du fait d'honorer les choses. C'est de savoir dédier ma vie à créer des espaces où on arrive à ressentir ça ensemble. Voilà. Tu vois, de savoir que ça n'est pas un divertissement, que ça n'est pas important, sans vouloir être mégalo, hein, tu vois, sans vouloir, mais c'est de savoir que c'est important ça. Et donc de savoir comment je vais pouvoir construire ma vie, mon cadre professionnel, pour pouvoir créer ces espaces-là, en dehors même du fait de vouloir avoir une réussite quelconque, de vouloir faire une carrière quelconque. C'est de savoir que je sais que ça, c'est important, c'est une évidence pour moi. Donc, je ne peux pas ne pas le faire, tu vois. Et donc, ça veut dire, dans le cadre professionnel, comment je vais tout faire, je vais dédier ma vie à ça, quelque part. D'accord? Euh, et donc, dédier sa vie, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, évidemment, ben, pouvoir créer un cadre qui me permet quand même de vivre dans ce monde, c'est-à-dire d'avoir des ressources financières, de pouvoir faire que ma famille puisse vivre aussi, évidemment, avec le travail de mon épouse et tout ça également, dans le cadre familial, tu vois, de savoir comment on équilibre ça, si on est dans la même direction, si on ne l'est pas, comment le rééquilibrer, etc., etc. Bon. Donc c'est en fait comment aménager ce monde autour de moi pour pouvoir vivre dans cette présence-là et faire vivre cette présence-là aux autres. Donc, et c'est pas évident, hein. C'est Non. pas évident parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est quasiment toujours pris tu vois, dans cette projection permanente parce qu'on nous y oblige. On nous y oblige. Donc, c'est comment lutter, résister à ce modernisme. Et donc là, bah, il est essentiel parce qu'encore une fois, quand on est coach, mais tu le sais, hein, quand on est accompagnant, etc., si nous, on n'est pas aligné, on ne peut pas prétendre aider qui que ce soit ou amener qui que ce soit nulle part. Donc c'est un travail énorme en fait qu'on doit faire sur nous pour pouvoir être dans cette permanence. Donc ça veut dire qu'il y a des trainings à faire, qu'il y a des temps à s'accorder, que quand on en fait trop, il faut savoir arrêter, freiner, avoir des espaces où il se passe rien. Et donc ça s'aménage, ça s'aménage. Et là où il n'est pas évident que ça s'aménage, c'est justement, je te dis, parce qu'on est dans un monde qui de plus en plus nous presse et nous oppresse. Hein. Ouais. Donc c'est réussir à voilà à aménager ces temps-là. Et puis à faire comprendre aussi, enfin à faire ressentir aussi, puisqu'on on parle de famille, donc de transmission, c'est de faire ressentir aussi que de pas aller dans le contraire de ça vis-à-vis de l'éducatif qu'on va donner, par exemple. Tu vois.
Donc c'est de réussir à amener la famille à ressentir que l'essentiel, ça va être ces moments-là finalement, ces moments de famille qu'on va vivre ensemble. Que l'essentiel pour les enfants, c'est de réussir à ressentir ce qu'ils ont envie profondément, pas ce qu'on a envie pour eux, mais ce qu'ils ont envie de faire, et de réussir à les accompagner là-dedans et à les aider là-dedans, pour qu'ils puissent se révéler. Et pas faire d'erreur là-dessus. Enfin, tu vois, bon voilà. Ouais. Euh, donc, c'est finalement ce qu'on va faire dans nos métiers, voir comment ça peut faire écho dans l'ensemble de ce qu'on va faire. Parce qu'après, faire un métier, bon, après, tu vois, on dit séparer l'œuvre de l'homme, mais c'est impossible. C'est-à-dire que logiquement, l'acte professionnel ou l'acte artistique devrait être un prolongement de ce que l'on est. Donc, si on vient dire quelque chose et qu'on vient amener le contraire, euh, il y a quelque chose de l'usurpation. Oui. Voilà. Donc la question, elle est là-dedans, je te dis. Mais encore une fois, parce que aussi, à ce niveau-là, pour moi, on est quelque part dans un monde hostile. On est dans un monde, pour revenir à Bobin, il parle d'un monde barbare quand il parle de modernité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde artistiquement, pardon, pour revenir à ce qu'on nous disait tout à l'heure, ou thérapeutiquement, ou dans le monde de la présence, on est dans un rapport où on sait qu'on n'est pas dans un monde propice pour pouvoir exister. Voilà. Et c'est pour ça qu'on crée ces espaces Oui. ou ces œuvres. Hein, c'est on amène des espaces où les gens peuvent vivre totalement et pleinement, et s'exprimer totalement et pleinement. Euh, la dernière question, ouais, que j'aurais envie de te poser, c'est quoi ta vision en fait de ces espaces-là? Parce que quand tu parles, on comprend du tout que t'es pas du tout mégalo, mais malgré tout, en arrière-plan, on sent ta dimension, si tu veux, de changer les consciences en fait. Tu vois, de changer la société, ou en tout cas, même si c'est pas de la changer, de provoquer dans ces espaces ce quelque chose qui fait que on se remette en question pour, à un moment donné, transformer notre rapport au monde. Ça, on le sent bien chez toi. Et, et on sent bien presque même, tu parlais à un moment donné d'urgence, mais il y a quand même quelque chose où tu amènes à ce vide, à ce rien, mais c'est comme si c'était urgent de ramener du vide, de ces espaces vides, en fait, dans nos vies d'aujourd'hui. Et donc, mon envie, peut-être dans cette dernière question-là, c'est comment tu vois ta vision du futur dans ces espaces-là? Est-ce que tu as envie de les amener plus loin? Vers quoi tu as envie d'amener les choses? C'est la question que j'avais envie de te poser. C'est une excellente question. La chose, c'est que je me méfie beaucoup de la quantité vis-à-vis de la qualité, parce que je me rends compte, moi, par exemple, que dans les formations que je donne aujourd'hui, je dépasse pas 10 personnes, et qu'il y a encore 2 ans de ça, je faisais 15 personnes, tu vois, mais que la quantité n'est pas gage de qualité. Et donc là, dans ce cas-là, on peut être pris dans cette, si tu veux, quand je parlais de cet empressement et de cette modernité à vouloir avoir plus grand, on peut être pris dans ce prisme-là. C'est-à-dire qu'il faut que ma parole soit plus entendue, il faut que ça touche plus de monde, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire plus, etc., etc. Bon. Mais on le sait, tu vois, on sait qu'on peut, du travail, il y en a à ce niveau-là, parce qu'il y a un vrai besoin. Bon. Mais on sait aussi, toi et moi, que on peut pas, nous, à nous seuls, quelque part, en faire trop parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse être aligné. Donc on Exactement. peut pas. Il y a un élément il y a un élément de fatigue. Il y a un élément de parce qu'il y a beaucoup de dons de soi aussi dans tout ça. Donc c'est à ce niveau-là, je suis assez confiant. Et je me dis que si quelque part cette résonance-là doit prendre plus d'ampleur, elle prendra plus d'ampleur. Voilà. Puis en plus, je suis pas le seul à le faire. Toi, il y a, je crois, énormément de gens où on œuvre vers le même chemin. Tu vois. Mais donc, l'écho que ça doit prendre, j'ai quelque part envie de me dire que c'est interdépendant et que ça dépendra de la façon dont le monde l'écoute. Parce que de toute façon, si je fais ce métier, c'est vis-à-vis de ça. Hein. C'est pas une volonté. J'ai commencé à faire ce métier parce que j'ai aidé une amie comédienne. Et elle m'a fait remarquer que ce que je lui amenais l'avait fait progresser. Mm. Et puis parce que dans les conseils que je donnais aux gens sur les rapports au corps, ils me disaient qu'ils allaient mieux. Donc j'ai continué à faire ce métier parce que je voyais qu'il y avait un écho, si tu veux.
Oui. tu vois. Donc, cette résonance, elle se fait, puis elle se fera. Tu sais, le meilleur, pour moi, ce que je remarque, c'est en termes de communication, le meilleur, c'est le bouche à oreille. Ah bah oui. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui a parlé du bienfait que ça lui a fait, plus que dans le fait d'aller chercher, nous, si tu veux, quelque part, les gens qui pourraient être touchés par ce qu'on a envie de dire. Donc, je suis assez confiant là-dessus, et je me dis que ma place, elle est là, et que de toute façon, je ne sais pas qui je touche, et je ne sais pas les échos que ça fera. Si les gens sentent que c'est important justement d'en parler, que ça doit se répandre et que, il y aura quelque chose qui se fera qui sera de l'ordre du développement naturel, si tu veux. Qui là aussi sera pas quelque chose de forcé. Si ça fait écho, ça fait écho. Et tant mieux. Si ça fait pas écho, bah, c'est que ça ne devait pas faire écho. Et puis on verra où on ira. D'accord? Mais moi, j'aurais fait ma part du travail là-dessus. Parce que sinon, il y a quelque chose d'un peu. J'ai employé des grands mots, mais il y a quelque chose d'un peu fasciste à dire, ah, bah oui, mais bon, attends, tout le monde devrait ressentir ça, tout le monde devrait faire ça, tout le monde ceci, tout le monde cela, tu vois. Non, non, moi je pense que les gens, s'ils en ressentent le besoin, ils viennent, ils en parlent, voilà, et puis si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu vois. Mais j'ai l'intime conviction que tout le monde sait que c'est là où il faut aller. Maintenant, c'est de réussir par contre à créer ces espaces pour qu'ils puissent s'en rendre compte. Oui. Voilà. Mais dans la volonté, tu vois, d'aller chercher dans le système de com, par exemple, à plaire ou à convaincre, je pense qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans. Parce qu'à partir du moment où tu veux convaincre, tu veux obliger l'autre à abonder dans ton sens. Tu vois? Alors qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne qui fait le chemin elle-même. C'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent faire mes formations, je leur dis c'est pour vous. Donc c'est vous qui faites le chemin, c'est vous qui la payez, c'est vous qui donnez de votre temps. Donc moi je suis à votre service. Donc vous venez pour ça. Donc si vous venez, c'est que vous savez pour vous qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de le faire. Voilà. Et si vous continuez à entretenir cette présence, c'est que vous savez que c'est important pour vous. Il n'y a que là que les gens font le chemin. Si on leur dit quelque part, si à la façon du marketing, on crée du besoin chez les gens et du désir, on voit ce que ça donne. Tu vois, on voit ce que ça donne. Si on oblige les gens sans vouloir citer de marque, hein, à dire, bah tiens, il te faut absolument ce téléphone, alors que les gens n'en ont absolument pas besoin, tu vois, mais qu'on les convainc qu'ils en ont besoin, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la corruption là-dedans, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui est pas normal. Je pense qu'il faut que les gens sentent qu'ils en ont besoin pour venir le chercher. Je pense que là aussi, c'est le fait de ne pas se trahir, tu vois, de ne pas trahir ce que l'on ressent et ce que l'on est pour un profit quelconque. Voilà, tout en portant ton message pour avoir un écho. Pour avoir un écho. Parce que si tu portes pas ton message, t'auras pas d'écho. Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où est la question artistique. C'est-à-dire que l'artiste, c'est ça. C'est celui qui, fondamentalement, quelque part, tu me dis, il y a pas de mégalomanie, mais il y a quelque chose d'un peu mégalomane là-dedans quand même. C'est-à-dire que on est convaincu que ce que l'on ressent, c'est ce qu'il faut ressentir. Donc, on va créer des espaces pour que les gens le ressentent. Ah, c'est quand même très particulier, mais je pense que je dis, c'est vraiment le rapport du thérapeute ou de l'artiste. C'est-à-dire que on est fondamentalement convaincu que ce qu'on va lui apporter, ça lui permet de se sentir mieux. Et que c'est un bon rapport au monde, quelque part. Donc, il y a un rapport comment on appelle ça, on parlait des alertes, de lanceurs d'alerte. Il y a quelque chose de ça, si tu veux, tu vois, mais qui doit pas être forcé, je pense. Oui. Qui doit pas être forcé, qui doit être dans le fait où si les gens font le déplacement vers nous, c'est toujours mieux que d'aller les chercher. Puis peut-être une dernière chose là-dessus, c'est que tu vois, on le retrouve aussi dans le créatif et dans l'artistique. À partir du moment où on va aller toucher les gens, et ça c'est très Instagrammable par exemple, c'est-à-dire que on va donner aux gens ce qu'ils cherchent, d'accord? Donc au lieu de les amener dans quelque chose parfois qu'ils ne cherchent pas, on va les amener uniquement dans des zones de confort, par exemple. Bon, Oui. donc on va trouver le vocable, on va trouver les formules, c'est-à-dire que s'il faut demain que je montre que bah voilà, je me lève de telle façon le matin parce que je sais que c'est ce qui marche sur Instagram aujourd'hui, tu vois. Bah oui, mais bon, le truc, si tu veux, c'est que là, on a un rapport, on va chercher à. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va chercher quelque part à séduire. Alors que la question, elle n'est pas dans le fait de chercher à séduire, elle est dans le fait que dans ce que l'on.
dans ce que l'on amène, dans ce que l'on dit, il y a un écho et les gens le ressentent. Et je Ouais. pense que c'est ça qu'il faut répandre, par contre. Tu vois, c'est que, bah tiens, je te dis la chose de telle façon, bah tu sais qu'il y a quelque chose qui te touche. Oui. Donc pourquoi ça te touche et pourquoi tu vas venir le chercher, même si c'est exigeant. On rejoint ici tout ce qu'on s'est dit avant, en fait, qui est un travail d'incarnation. Parce que quand t'incarnes, t'as pas besoin de séduire, t'as pas besoin de chercher, t'as pas besoin de convaincre. T'incarnes profondément ton message, t'incarnes qui tu es. Et en fait, en ça, euh, je dirais qu'il y a quelque chose quand même d'énergétique là-dedans, parce qu'il y a un côté magnétique. Mais t'es magnétique parce que tu incarnes qui tu es, tu forces pas quelque chose. C'est juste quelque chose qui se révèle de toi et qui vient faire écho et qui, en faisant écho, attracte. Mais c'est pas comme si tu allais forcer l'attraction, ou comme si tu pouvais construire cette attraction-là. Et en ça, ouais, je te rejoins totalement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Ouais. Un Tu appel, vois, une c'est comme évidence. si je te demande à toi ou si je demande à moi pourquoi on fait ce métier, c'est évident pour nous. Tu vois, c'est pas parce qu'on nous a dit de le faire, c'est pas parce que c'est évident, c'est que tout s'est aligné pour qu'on le fasse aujourd'hui. Bon. Donc je pense que là aussi il y a quelque chose qui doit être évident, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font écho en nous, c'est évident. Je te donne un exemple. On parle souvent du rapport à la nature, par exemple. Je pense que c'est unanime. Il suffit de se promener dans une forêt pour ressentir tous la même chose. Tu vois, il suffit d'être en haut d'une montagne, en face d'un océan, pour ressentir tous la même chose. Donc il y a des évidences. Ouais. Tu vois, il y a des évidences. Et je pense que notre métier, il est aussi là, c'est-à-dire de ramener à ces évidences-là. C'est-à-dire que le rapport, encore une fois, je pense que le rapport harmonieux au monde, énergétique au monde, il est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ah, mais clairement. Beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Clairement. Et que dans certaines sociétés, c'est resté, si tu veux, de façon intrinsèque dans le rapport à l'espace qu'on peut avoir, dans le rapport au monde, dans le rapport à la nature. Après l'ère industrielle et le modernisme, la façon dont il s'est posé, on nous a dit que tout ça, ça n'avait pas de valeur. Et donc, dans ce rapport-là, du coup, on va être dans quelque chose où il y a plus rien d'évident. Tout est à construire, tout se mérite. Si on prend, parce que tu me dis si je parle trop, hein, mais si on prend le rapport artistique ou si rapport sensible au monde, tu vois que pour être artiste, il faut avoir des diplômes, Oui. il faut être validé par des académies. Bon, tu vois. Alors qu'il suffit de voyager un peu, tu traverses, euh, tu traverses la Méditerranée, ne serait-ce qu'en Afrique du Nord, et tu te rends compte que tu vas rencontrer un pharmacien qui te dit, tiens, ben, tu fais de l'art, et ben, moi je suis poète et musicien. Et de temps en temps, je suis acteur aussi. Voilà. Et il n'y a pas de formation. Il commence à y avoir des formations validées par des instituts français, européens. Tu vois ce que je veux dire? Mais la question, c'est pas une question de formation, puisque c'est la sensibilité au monde qui est là. Et qui est cultivée dans les familles. Qui est cultivée dans le fait de se réunir avec des instruments de musique, de chanter ensemble, etc., 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 tu vois? Mais ça, c'est pas du folklore. C'est le fait qu'on ressent bien que dans le rapport au fait d'être ensemble, de partager des chants, de partager des rythmes, ça amène à un autre rapport au monde. Bon. Nous, on nous a dit qu'il faut apprendre à faire du rythme, qu'il faut apprendre à, encore une fois, si je regarde mes enfants, quand tu leur mets une musique, je leur apprends pas à danser. Ils dansent. J'ai pas besoin de leur demander. Ah oui. Tu vois. Donc, c'est cette déconstruction qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on nous ramène à quelque chose qui fait à ce niveau-là, on devrait tout apprendre. Alors qu'en fait, on sait déjà. Donc nous aussi, notre métier, c'est peut-être ce décrassage-là aussi qu'on amène et qu'on fait. C'est que dans une société où on nous a dit qu'il faut toujours être validé par tout le monde, eh ben, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, qui sont des évidences, qu'on n'a pas besoin d'apprendre, qui sont là. Et de réussir enfin voilà, je te dis, juste à ressentir ça, quoi, déjà, je pense que c'est très important. C'est même plus qu'important, en fait. J'espère répondre, hein, et pas Ouais, trop ouais, c'est digresser à c'est chaque fois. déjà, ouais, ouais, c'est déjà énorme, en fait. C'est revenu souvent dans tes mots, mais c'est vrai que le fait de se valider soi-même, parce qu'encore une fois, quand on attend une validation, elle est forcément extérieure. On revient à toujours la même chose. Et juste se réapproprier soi, se valider soi, s'aimer soi.
être soi, incarner, s'incarner soi. Mhm. C'est simple, mais on l'a aussi rendu complexe. Euh, Ben, et il y en a qui, quand même continuent, ça, quand même, j'ai envie de le dire, de le rendre complexe. bien Il y en sûr. a qui le rendent encore complexe. Et en fait, c'est super simple. Et je sais que moi, ça m'arrive souvent en formation ou en stage, un peu comme ton travail. Enfin, vraiment, ça ressemble. On pourrait, je pense, donner les mêmes attributs, mais dans le sens où on me dit, mais c'est fou parce que c'est hyper simple. Tu vois, les pratiques, les techniques, c'est simple. Et limite à chaque fois, euh, ouais, les gens sont étonnés de la simplicité et en même temps de ce que ça a amené dans la profondeur et ce qui a été touché à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui est hyper puissant en fait et qui est pas donné à tout le monde. Le côté presque, tu vois, dans la simplicité, mais le côté très puriste. Et tu vois, dans le côté puriste, finalement, il y a le côté pur. Ça vient toucher à cette pureté. Et aujourd'hui, je trouve que dans notre société, c'est aussi occidental, hein, clairement. C'est pas du tout mis en avant. Le côté puriste, la pureté, la simplicité. Comme tu dis, les diplômes, la complexité, le raisonnement. Il faut que ce soit complexe intellectuellement, mais il n'y a qu'une intelligence qui est mise en avant aussi, tu vois. Alors qu'on n'a pas qu'une intelligence, il y a Mhm. des multiples intelligences. Et, euh, et donc oui, c'est important je pense, d'entendre ces mots, de réentendre ces mots. Je pense que on pourra réécouter encore cette interview parce elle est hyper riche sur plein de plans. Et, euh, et voilà, donc peut-être en mot de la fin, est-ce que tu aurais, toi, envie d'ajouter quelque chose que t'as pas dit? Et peut-être aussi en mot de la fin, où est-ce qu'on peut te trouver? De toute façon, je mettrai tes liens, mais, euh, Mhm. mais dire voilà où tu te situes et quels sont les prochains espaces que tu proposes. Mhm. Ben, en mot de la fin, si je dois rebondir sur ce que tu disais là, tu vois, tu parlais de puriste, Ouais. et là, toi, tu l'entends comme pur. Mais par exemple, tu vois, les puristes, en général, c'est les spécialistes. Mm. D'accord. Alors, tu vois, on est dans ce domaine-là. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour ressentir l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour avoir un rapport artistique au monde. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour avoir un rapport au monde. Enfin, voilà. Oh. Euh, m- mais dans la question de la pureté, oui, par contre. Et de la simplicité, oui. Mais quelle simplicité, donc? Voilà. À savoir que c'est une apparente, moi j'ai tendance à parler d'apparente simplicité. C'est-à-dire qu'il y a tellement une nécessité d'un travail profond de nettoyage, de réappropriation de soi, etc. C'est un long parcours à faire, que c'est un énorme travail derrière. Donc ce qui va paraître très simple quand on voit un artiste ou quand on voit un thérapeute qui est en présence, en fait c'est la pointe de l'iceberg, comme on dit en général. C'est-à-dire que c'est un travail énorme qui est derrière pour réussir à réaccéder à cette simplicité. Donc ne pas avoir peur de ça. Parce que, encore une fois, il faut savoir provoquer un autre rapport au monde, un autre perceptif au monde. Voilà. Mais une fois qu'on a les clés, une fois qu'on constate qu'il y a plein de moments même dans une journée ou dans la vie où on est à cet endroit-là, mais qu'on n'y prête pas suffisamment attention, eh bien, on peut accéder à ça tout le temps. Voilà. Quand on n'est pas bouffé par le monde. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que prêter attention et de savoir comment prêter attention pour pouvoir avoir un autre perspective du monde et donc toucher, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à quelque chose qui va nous dépasser, qui va être plus grand que nous, qui est ce monde qui est très vaste, qui est rempli de vibrations, rempli d'énergie, rempli d'âme, comme on dit, qu'il faut du coup pouvoir apprendre à réécouter, à ressentir. Pour pouvoir voilà, trouver sa juste place dans le monde, quoi. Et ça conforte beaucoup aussi de trouver sa juste place. Mm. Voilà. Et en parlant de place, donc là, on peut me trouver. Comment, moi, j'officie principalement sur l'île de France. Mais après, bon, bah, je suis amené à bouger. J'ai beaucoup bougé hein, pendant tout un moment. Je pense qu'on l'aura compris quand je parlais de mon parcours tout à l'heure. Donc parfois, j'interviens à différents endroits. En août, là, je vais être voilà, dans le bas de la France pour faire une Ardèche. retraite, par Ardèche. exemple, en Ardèche, pardon, et voilà. Bon, je suis amené parfois à aller à l'étranger, etc. Mais les formations que je donne en général se passent sur l'Île-de-France, et puis je peux intervenir donc dans différents endroits quand on m'y invite. Voilà. Moi, je mets plus de choses en place ailleurs, mais je peux intervenir si on m'y invite avec grand plaisir. Voilà.
Voilà. Puis après, bah, évidemment, aujourd'hui, les outils de communication, Internet, mais comme tu as dit, tu mets le lien en dessous, Mais donc je fais très, confiance aux ouais, gens, c'est très tous les ils vont liens. aller voir s'ils ont Ouais. envie d'aller voir. Voilà. Merci beaucoup, Peter. Ben, je t'en prie, merci à toi pour cette invitation. Merci. Puis bah voilà, j'espère que les gens ont pu vraiment être touchés par tes propos et viendront goûter à ton art, embrasser ton art dans ces espaces que j'aime tant. Et merci pour ton temps précieux. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis si je peux rebondir sur un truc, c'est que ces outils de communication, ils ont cet avantage, c'est que du coup, les gens peuvent commenter en direct. Donc, qu'ils n'hésitent pas à commenter, que ce soit pour montrer leur accord, leur désaccord. Parce que non, mais c'est vrai, ça nous fait Bien sûr. grandir, c'est ce qui nous permet aussi de voir s'il y a une répercussion ou pas, quelle est-elle, et que là aussi, il faut pas hésiter à s'exprimer sur ce qu'on ressent vis-à-vis de tout ça, sur les questionnements que ça pose, parce que c'est important du coup d'échanger à partir de là, puis c'est là où nous, on voit l'écho que ça peut avoir dans le monde également. Voilà. Et merci à tous pour votre écoute. À très vite pour une prochaine interview.